Un bon DG, c'est quelqu'un avec qui on a envie de comprendre ce qu'il fait, on a envie de passer du temps avec lui parce qu'il donne les bonnes informations. C'est quelqu'un qui sait mobiliser, qui partage sa passion, qu'on comprend son engagement, il est réel, il est profond, il croit à la cause qu'il défend, puis que ça aille bien, que ça aille moins bien, il est là, il donne l'heure juste, il se rend disponible. Bonjour à tous, je suis Stéphane Parent, je suis le dirigeant d'Espace au BNL. Aujourd'hui, on a une nouvelle capsule où on va parler de comment positionner son dirigeant puis de s'en servir comme un levier essentiel pour faire rayonner notre OBNL. Avant de commencer, j'aimerais ça vous inviter à faire un petit love, aimer, like de notre chaîne YouTube. Vous inviter aussi à commenter et à partager. Ça nous aide à être référencés puis ça nous aide à faire circuler les messages. Pour parler de positionnement, j'aimerais vous permettre de découvrir une petite merveille en communication qui s'appelle Véronique Arsenault, qui est la présidente fondatrice d'Exponentiel. Bonjour Véronique. Bonjour Stéphane. Avant de partir, juste un peu de contexte. Je vais te laisser te présenter, mais je veux juste qu'on se situe sur où on est aujourd'hui, puis un petit peu pourquoi est-ce qu'on a abordé ça. Les dirigeants sont un peu la figure publique. Puis quand on va parler de dirigeants, on va parler principalement là, des directions générales. Je sais que dans le propos, on va ramener un peu la position de la présidence là, dans nos questions. On va regarder aussi un petit peu le volet porte-parole, les éléments de crédibilité, puis d'être capable de bien faire le travail sur quelque chose qui ne sera pas nécessairement une gestion de crise, mais plus une vision au quotidien de cette fonction-là d'être dirigeant et d'être représentant. Véronique, je te laisse te présenter pour un peu situer ton expertise par rapport à notre discussion qu'on va avoir dans les prochaines minutes. Merci beaucoup, Stéphane. Je suis très contente d'être ici avec vous. Voilà, je dirige Exponentiel, une boîte en communication stratégique que j'ai fondée il y a maintenant 10 ans, en 10 ans l'année prochaine. Voilà, j'ai une vingtaine d'années d'expérience en communication, service conseil, un saut un peu dans l'associatif, après ça du côté grande entreprise en télécommunication. Et la vie m'a ramenée au service conseil, donc ce qui me permet dans le fond d'accompagner différentes organisations, OBNL, entreprises, PME, dans différents secteurs, puis ça m'a permis de toucher à beaucoup de différents types de réalités. C'est vraiment, d'un point de vue perso aussi, je m'implique dans plusieurs causes. Je suis sur des conseils d'administration. Je trouve que la philanthropie, c'est quelque chose aussi d'important. Puis chez Exponentiel, j'ai mes jeunes, c'est quelque chose qu'on amène et qu'on favorise, qu'ils puissent donner de leur temps puis siéger aussi sur des CA pour contribuer aussi aux OBNL. D'office, j'ai dit qu'on allait parler du DG, mais j'aimerais ça que tu nous détailles un petit peu plus pourquoi le DG ou le président, qui devrait être l'emblème public, disons-le comme ça, d'un OBNL. J'aimerais ça que tu nous situes un petit peu par rapport à ces deux positions-là. Oui, c'est une grande question. Puis la réponse, elle est, en fait, la réponse principale, c'est que le DG, la direction générale, dans le fond, c'est la figure publique, dans le fond, de l'organisation. C'est d'abord, c'est le message que je vais appeler le message plus corpo, le message global sur une organisation. Le DG représente, dans le fond, l'organisation. Cela étant dit, ça arrive aussi que la situation est c'est multifacette parce que dans certains cas, on va aussi avoir en complément de la direction générale qui est la figure publique, peut avoir des porte-paroles ou des leaders d'expertise qu'on va appeler. Donc, par exemple, un intervenant de rue qui peut être formé puis qui peut prendre la parole sur un sujet bien précis. Le président ou la présidente de CA, le rôle est important, c'est sûr, mais un CA, c'est pas dans les opérations quotidiennes d'une organisation. Le président de CA, ça va lui arriver aussi de devoir prendre la parole ou d'être appelé à prendre la parole des fois quand il y a une transition, par exemple. Dans certains moments charnières, peut-être que oui. Puis, par exemple, aussi, quand on est en tribune ou dans un événement, un DG peut être là, puis peut-être que le président ou la présidente de CA est là en complément ou fait un petit mot aussi. Il peut y avoir des occasions de visibilité comme ça, mais en termes de porter le message, être la voix de l'organisation, comprendre comment l'organisation fonctionne dans tous ses dessous, c'est vraiment la place de la direction générale.
Ça veut dire que, puis on le sait, là, sans nommer de nom, mais on va voir des visages, on sait qu'on a des gens qui décident de s'investir dans des conseils d'administration pour une question d'ego, puis des fois, c'est être plus visible. Donc, juste pour aller un petit peu plus en complément, là, quand on s'expose à donner de la visibilité à ces gens-là qui n'ont pas nécessairement pas une question de compétence, mais ça va être plus une question aussi de connaître le quotidien puis de maîtriser les dossiers, parce qu'on s'entend qu'un administrateur n'est pas aussi impliqué dans l'organisation que le DG. As-tu d'autres pièges que tu voudrais identifier pour qu'on ne tombe pas dedans, justement, là, face à ça? Ben, effectivement, les pièges qui me viennent en tête, en fait, c'est que le porte-parole est là pour mettre en lumière la mission de son organisation. Puis cela étant dit, tu as effectivement raison, il y a plein de monde qui s'implique sur des CA, puis on en a besoin aussi de ces gens-là, puis ils le font pour différentes raisons, puis des fois ils le font par cœur aussi, puis tout ça, on ne doute pas de ça. Cela étant dit, chercher uniquement la lumière pour soi ou pour faire avancer sa carrière, c'est une chose, mais ça ne servira pas toujours une organisation. Il faut se rappeler la prise de parole publique, que ça soit médiatique ou que ça soit auprès de parties prenantes externes, là, dans le cadre d'un événement ou de politique. Faut se rappeler, on parle avec quel chapeau. On parle au nom ou pour une organisation qu'on représente. Donc, je pense qu'il faut être humble par rapport à ça. En fait, ça peut être, on peut dire, OK, ça me tente de m'impliquer, je le fais aussi pour ma carrière, je veux avancer. Puis c'est correct là, d'avoir en tête ces éléments-là, mais il faut être habile aussi, puis il faut savoir quand c'est le temps d'être en lumière, puis quand c'est pas le temps. Puis ultimement, qu'est-ce qui sert le plus l'organisation qui est en place. Puis je pense qu'à partir de là, quand on est bon joueur, puis qu'on peut, dans certains cas, avoir un moment de visibilité comme président, mais il faut doser. Il faut d'abord laisser l'espace à l'organisation et à la direction qui est là. Tu dirais que les bons DG que tu as vus dans ta carrière, c'était quoi leur principale qualité ou comportement là, au niveau de cette prise de parole-là, puis cette visibilité-là qu'on leur donne? Un bon DG, c'est quelqu'un, tu sais, pensez-y, dans le fond, c'est comme quand tu es avec un de tes amis et tu as envie de passer du temps avec lui. Si on l'amène du côté du travail, de la vie professionnelle, un bon DG, c'est quelqu'un avec qui on a envie de comprendre ce qu'il fait, on a envie de passer du temps avec lui parce qu'il donne les bonnes informations. C'est quelqu'un qui sait mobiliser, qui partage sa passion, qu'on comprend son engagement, il est réel, il est profond, il croit à la cause qu'il défend, puis que ça aille bien, que ça aille moins bien, il est là, il donne l'heure juste, il se rend disponible pour aiguiller, que ce soit ses donateurs, que ce soit des questions médiatiques, tu sais, il va être là, il va être transparent, il va être précis, il est capable de faire avancer ses dossiers. Donc, ça, selon moi, c'est des compétences essentielles, dans le fond, pour avoir un positionnement de dirigeant réussi. Parce que quand on parle de positionnement de dirigeant, bien, encore une fois, ultimement, ce qu'on vise, c'est positionner une cause, positionner un OSBL. Tu sais, donc, c'est un porteur de message, là. C'est pas la personne qu'on veut positionner, c'est son message, là. Je pense qu'il faut être clair là-dessus aussi. Là. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a en tête l'audience. Tu sais, dans le fond, il garde en tête à qui je m'adresse, pourquoi je m'adresse à eux, qu'est-ce que je veux vraiment faire ou obtenir ou influencer. Là, tu sais, donc, c'est une conversation après ça, mais il est partie prenante de la conversation, il écoute ce qui lui est amené à la table, puis il est capable de construire après ça avec ça. En fond, c'était inspirer confiance. Oui. Mais ça veut dire quoi exactement? Puis comment? Là tu m'as brossé un portrait des qualités, là, mais au quotidien, comment est-ce qu'on y arrive à inspirer confiance? Inspirer confiance, moi, je pense que c'est vrai partout là, aussi, mais encore plus quand on est à la direction d'un OSBL. On fait ce qu'on dit. T'sais, en fait, la confiance, c'est une posture, c'est un savoir-être d'abord, mais ce n'est pas que dire des choses. On est capable de faire avancer ces dossiers, d'expliquer les bons comme les moins bons moments. Donc, on ne se défile pas non plus. Je pense que quelqu'un qui est là, puis qui est capable de, qui est à la tête de son bateau, là, puis il amène ses gens à bon port, ben il va être là aussi, même s'il y a un peu de houle. Donc, ça
Je l'ai vu là, dans plein de types d'organisations, que ça aille bien ou que ça aille moins bien quand on est là puis qu'on est dans la conversation. Ça aussi, ça donne confiance aux gens. Ça donne confiance aux partenaires, aux donateurs qui sont là, puis des fois, ils peuvent re-questionner certaines choses. Ben, c'est correct, l'idée, c'est de se rendre disponible et d'être là. C'est drôle, là, on parle de parler en public, mais ce que tu amènes comme commentaire, c'est d'avoir de l'écoute en même temps aussi. C'est paradoxal. Puis, tu sais, quand on parle de positionner quelqu'un, on va parler aussi de donner des occasions de parler à une audience. Tu sais, Ouais. c'est souvent ce qu'on cherche, mais comment on fait pour les obtenir, les créer, ces occasions-là? Tu sais, on va souvent aussi ramener ça à la traditionnelle commande en relation de presse, c'est-à-dire avoir des entrevues, mais je pense que Ouais. la vision de positionner quelqu'un, c'est plus large que ça, là. Oui, tu sais, moi, je pense que c'est le positionnement d'organisation en général, c'est vraiment, ça prend une stratégie de communication solide, tu sais, qui va être réfléchie, tu sais, sur du long terme. OK, dans la prochaine année, voici c'est quoi la vision de l'organisation, notre mission, voici comment on veut, ce qu'on veut développer, où sont nos forces, mais où sont peut-être nos lacunes, puis quel terrain qu'on veut occuper. Tu sais, moi, je le vois beaucoup dans une optique, c'est un peu comme un jeu d'échecs, puis comment on va avancer sur l'échiquier. Puis c'est qu'est-ce qu'on a de notre côté, puis avec quoi on va jouer, dans le fond. Tu sais. Donc, à partir de là, je pense que c'est une vision plus globale, dans le fond, qu'il faut avoir. Les entrevues médias dont on entend souvent parler, c'est un levier parmi une panoplie d'autres leviers. C'est pour ça que je vous dis, ça prend d'abord, ça va être quoi ma stratégie, c'est quoi mon fil conducteur, puis qu'est-ce que je veux vraiment atteindre. Tu sais, je veux améliorer telle chose, je veux changer telle perception. OK, on part de où, puis on s'en va où. Puis là, il faut garder ça en tête, tu sais, parce que ça va être jalonné d'une foule de petits gestes, dans le fond, qui vont nourrir le positionnement souhaité, par exemple. Donc, les entrevues médias, c'est sûr, c'en est un axe, mais tu sais, là-dedans, il y a des tribunes aussi, il y a des relations médias, il y a des médias sociaux, mais de façon aussi même positionnement d'un dirigeant sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'il a envie de dire à sa communauté qui le suit? Parce que, tu sais, on suit d'abord des relations avant de suivre des organisations. Donc, c'est pour ça que c'est un vecteur important le dirigeant ou les quelques ambassadeurs clés. Tu sais, des fois, c'est une équipe plus grosse, puis on va déterminer qu'il y a 4-5 ambassadeurs clés, puis voici comment le dirigeant, c'est sûr, principal, demeure la voix principale de l'organisation. Mais tu sais, tout ça peut faire partie d'une stratégie globale pour se positionner. Tu parles de stratégie, mais ça demande quoi comme investissement de temps puis comme besoin de compétences, là? Parce que c'est quand même pas un gros morceau, je dirais pas ça, mais c'est quelque chose sur lequel il faut s'arrêter, il faut réfléchir. Puis des fois, on s'entend, nos BNL, c'est souvent le temps qui nous manque avant tout. Oui, c'est vrai. Puis on peut tomber aussi dans les opérations qui sont essentielles aussi. Tu sais, en fait, c'est ça, c'est sûr qu'il y a plein de volets prenants, là. Puis ultimement, on sert une cause, on sert des gens, on veut aider. Donc, puis des fois, on est moins à l'aise aussi avec ça. Tu sais, je pense que des fois, faut le reconnaître puis aller chercher justement des outils ou du conseil à l'externe. Mais je pense que des fois, les gens sous-estiment le fait que, tu sais, une stratégie percutante en communication soutient des organisations, notamment qui vont chercher des dons, tu sais, qui ont besoin d'avoir une stratégie de revenus. Donc, tu sais, c'est comme à non négliger, là, tu sais. Donc, si on se met tout d'un coup, puis ça peut nuire aussi de se dire, écoute, moi, je suis moins à l'aise, je vais moins me concentrer sur ça. Puis je vais faire avancer quand même mes affaires. Oui, d'accord, il y a des choses qui peuvent être faites, c'est sûr. Sauf que une organisation qui est mise en lumière puis qui le fait de façon structurée, cohérente et de façon efficace, elle peut gagner des points importants en visibilité puis augmenter ultimement ses revenus, donc augmenter ultimement ses services donc offerts, puis avoir un plus grand impact. Tu sais, je connais pas un dirigeant d'organisation qui a pas envie d'avoir un plus grand impact. Donc, je pense que la stratégie la stratégie de com est essentielle. À partir de là, ça dépend toujours de nos ressources aussi et de nos moyens. Mais j'ai envie de vous dire que, tu sais, ça n'a pas... tout s'adapte selon les moyens et le temps disponible aussi. L'idée, c'est de prendre un moment pour y réfléchir, puis des fois, aller chercher un plus un, justement. Des fois, c'est quelqu'un à l'interne, mais des fois, c'est quelqu'un à l'externe, avec qui vous allez réfléchir à ça pour dire, OK, dans la prochaine année, comment je le fais? Puis selon vos moyens, que ça soit temps ou argent, bien, peut-être que c'est 2 sorties que vous allez correctement orchestrer, puis après ça, vous allez jouer sur d'autres leviers. Peut-être que c'est une, peut-être que c'est 4, mais
ça dépend, il ne faut pas s'éparpiller. Il faut que ces gestes-là soient réfléchis pour être structurés. Puis après ça, on y va dans la mesure de ce qu'on est capable de faire. L'idée, c'est mieux de faire, comment je peux dire ça? Des fois, en anglais, on dit less is more. Tu sais, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est apporter de la clarté puis être précis dans les interventions qu'on va faire, pas s'éparpiller. En faire trop, c'est pas mieux non plus. On finit par être confus sur qu'est-ce qu'elle fait dans cette organisation-là. Donc, des fois, là, il faut juste bien faire les choses. Fait que prenez un petit temps pour planifier ça. Des fois, avec un partenaire interne, externe, avoir un professionnel en com, ça peut vous aider. Mais après ça, tu sais, voilà, ça peut aller de l'avant, puis ça peut avoir de belles portées sur l'augmentation des revenus et des services après. Ah, ben, ça va être souvent ça, le commentaire qu'on va recevoir. Ah, nous, on n'a pas de gens en com dans notre équipe, fait que je vais réagir à ce qui se passe, mais je ne vais pas nécessairement prévoir ce que je peux faire. Il y a aussi un élément de posture, si je comprends bien ton propos, là. Puis il y a un élément de planification. Oui, il y a un élément de posture, il y a un élément de planification, puis la communication, c'est un levier stratégique pour les organisations à ne pas négliger. Je pense que ça peut amener beaucoup plus loin la mission d'une organisation, ça peut concrétiser des choses. Quand c'est fait de façon, oui, il y aura toujours du réactif, c'est sûr, il y en aura toujours, mais justement, si on est toujours pris à éteindre des feux, on ne profite pas des occasions pour vraiment réfléchir et avoir l'impact souhaité. Tu sais, des fois, une bonne rencontre qu'on organise avec des partenaires clés, mais qu'on se dit, hey, je vais faire un petit volet média parce que c'est à propos, j'ai une nouvelle à communiquer. Ben, tu sais, voilà, un truc qu'on a bien réfléchi nous permet d'atteindre 3-4 cibles différentes, tu sais, mais faut y penser avant pour poser le bon geste. Donc, As-tu des trucs pour les dirigeants qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec les messages corporatifs qu'ils doivent partager? J'ai un exemple très clair en tête d'un DG que j'ai connu qui était au cœur d'une tempête puis qui s'est fait un peu apostropher personnellement. On a attaqué sa crédibilité qu'en réalité, c'était un enjeu d'organisation qui existait bien avant lui, là. Fait que comment on défend des choses pour lesquelles on n'est pas nécessairement d'accord parce que c'est des positions du conseil d'administration, des positions de la situation, là, où il faut défendre ce qui s'est passé par le passé. Oui, j'avoue que ça, c'est vrai que ça arrive, puis c'est triste quand ça arrive, là, effectivement, puis c'est pas des moments toujours faciles, effectivement. C'est sûr que quand on est à la tête d'une organisation, on est le porte-parole d'une organisation. C'est sûr des fois, on porte des choses que c'est pas nous qui avons faites. Puis il faut être capable de les expliquer. Ça veut pas dire qu'on endosse tout le temps, mais il faut trouver les bons mots pour être capable de faire passer le message puis ramener ça à s'il arrive une situation qui n'est pas le fun, là, j'allais dire une situation, des fois, c'est assez délicat médiatiquement. Je pense que de reconnaître puis de dire que, OK, là, on prend acte de ça, ça s'est passé avant qu'on arrive des fois en poste, puis voici oui, on est en train de le regarder, oui, voici ce qu'on est en train de mettre en place pour corriger le tir. C'est là encore, c'est une conversation. Ça veut pas dire que c'est nous qui avons fait les choses, mais on est là pour parler au nom d'une organisation. Puis après ça, ben, je pense que c'est ça, il faut essayer de démêler le personnel du professionnel, puis en rappelant que, on est là pour une organisation, on sert une plus grande cause, puis s'il y a eu des choses qui sont faites de façon incorrecte, ben justement, on corrige. On est là pour corriger aussi. Probablement que le CA, c'est ce qu'il veut aussi. Là, donc, J'ai assisté dans ma carrière à des fois des raisonnements un peu particuliers de certains conseils d'administration, entre autres, pas très longtemps. On avait peur que la personne devienne plus importante que la cause en lui donnant ce rôle-là, puis on voulait avoir comme 4 porte-paroles dans l'organisation pour équilibrer la visibilité. Tu penses quoi de ce genre de comportement-là, puis aussi de l'enjeu d'avoir une personne qui devient tellement centrale puis qui devient plus importante, qu'on donne plus d'importance au messager qu'au message là, aussi. C'est intéressant, puis je la comprends, cette préoccupation-là. Puis des fois, c'est parce que c'est des endroits qui ont été peut-être échaudés par le passé, ou il y a toutes sortes de raisons, puis elles sont toutes valables, honnêtement. J'ai envie de dire que une stratégie de porte-parole, ça se dessine, ça aussi, en amont. Puis comme je le mentionnais un peu plus tôt, c'est possible d'avoir le DG qui est le porte-parole que je vais appeler global. C'est lui qui a la vue globale de l'organisation, de par son rôle, de par la fonction qu'il occupe, de par le lien avec le CA. C'est lui qui est la voix première et principale de l'organisation, mais d'avoir une stratégie avec des porte-paroles d'expertise, ça aussi, qui viennent en complément sur des sujets précis,
ça se fait aussi, puis c'est correct, tu sais. Je pense que là-dedans, tout est une question de, je vais dire, de pondération puis de mise en lumière. Tu sais, le DG, quand il parle, il parle aussi pour son équipe. Tu sais, un DG qui veut trop avoir la lumière, ça, c'est comme l'autre extrême, c'est pas mieux non plus parce que c'est sûr que des fois, ça peut être au détriment de la cause qu'il porte. C'est ça qu'il faut pas qu'il arrive non plus. Faut être habile, tu sais, quand on représente une organisation puis qu'on prend la parole. Des fois, tu sais, quelqu'un qui cherche beaucoup la lumière, qui se fait interpeller médiatiquement sur toutes sortes de sujets, des fois qui dépassent la cause, ben ça peut être délicat parce que s'il arrive quelque chose de pas le fun avec cette organisation-là, ben là, il va être vite mis en ligne de tir. Fait que là encore, il faut savoir quand est-ce qu'on sort le DG, quand est-ce que c'est une expertise qu'on met de l'avant, mais de dire qu'on a, mettons, 4, 5, 6, peu importe là, le nombre de porte-parole, puis sont tous égaux, ça, non. Ça prend, pour les médias, ça leur prend un point de contact principal. Ça prend une référence qui va être votre voix, la voix de l'organisation. Puis après ça, ben là, oui, ça se peut qu'il y ait des compléments avec d'autres types de profils. T'sais. On a parlé beaucoup de DG, mais peut-être juste une petite mention pour les gens qui écoutent, là, parce qu'il y a quand même les 2/3 des organismes au Québec qui sont 100% bénévoles. Tout ce que Véronique vient de dire s'applique aussi aux présidences dans le cas d'une organisation qui n'a pas de direction générale. Là, je pense que c'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui se ramassent dans cette situation-là. Là. Oui. Surtout dans des organismes plus petits qui ont souvent des volets locaux ou régionaux. Là. Je pense que c'est un peu les mêmes recommandations que tu ferais. Là. Oui, ça se fait exactement les mêmes recommandations. Puis quand on est président d'une organisation, président d'un CA, dans le fond, c'est quand vous vous présentez à l'externe, que ce soit sur une tribune, que ce soit auprès de paliers de gouvernement, que ce soit dans une entrevue média, c'est avec quel chapeau vous parlez, comment vous vous êtes préparé pour ce moment, cette intervention-là, puis qu'est-ce que vous voulez accomplir dans le fond. Tu sais, ça va être la même chose, peu importe. En conclusion, Véronique, j'ai une petite question supplémentaire que j'aimerais apporter. C'est le taux de roulement. Que ce soit DG, que ce soit les présidences, par la nature même de l'organisation. Tu sais, sur les conseils d'administration, des fois, il y a des mandats, tu as un nombre de mandats limité. Des fois, les DG, pour toutes sortes de raisons, roulent. Comment on garde, puis comment on reste efficace dans ce taux de roulement-là qui se produit dans les organisations au Québec? Oui. C'est une bonne question parce que dans le fond, c'est comment on poursuit dans le fond dans notre travail de positionnement, même si il y a un changement dans le fond qui se passe. Je pense que, comme toute chose, ça se prépare. Une organisation, c'est vivant. À partir du moment où on a une organisation, c'est une entité en soi. Puis il y en aura toujours du mouvement. Ça fait partie de la vie. Moi, dans toutes les organisations dans lesquelles j'ai travaillé, que ce soit plus du côté privé, que ce soit au sein d'organisations d'OSBL, il y en aura toujours un moment ou un autre, un changement qui va se passer. Fait que je pense que c'est d'être conscient de ça, puis de préparer, dans le fond, ce que j'appelle le plan de relève ou le plan de transition. T'sais, quand il y a un DG qui est en place, ça fait un certain temps, mais c'est correct aussi de chaque année ou chaque 2 ans de dire hey, je vais me reformer, mettons, médiatiquement, par exemple, puis d'avoir un +1 aussi qui est formé à ce moment-là, par exemple. Même chose pour la présidence, tu sais, puis des transitions, ça arrive, là, je veux dire, une organisation qui va perdre sa direction générale parce que, bon, elle quitte pour X raisons, va vivre un petit moment de flottement, bien, c'est sûr que la présidence du CA, dans ce cas-là, peut être un relais important d'un point de vue médiatique, par exemple. Donc, tu sais, ou des fois, c'est quelqu'un qui est à l'interne, qui est identifié, mais je pense que là encore, c'est pas de se mettre la tête dans le sable, c'est de savoir que ça fait partie de la vie d'une organisation, de planifier c'est qui le relais, tu sais, donc le +1 que j'appelle, puis voilà, puis tu sais, d'être ouvert à tu sais, toujours se reformer, tu sais, puis d'aller chercher d'un point de vue externe aussi. Donc, Véronique, un gros merci de ton temps, un gros merci de tes conseils. J'espère que tout le monde qui est en ligne et qui écoute cette capsule, ça vous oriente un petit peu sur des éléments supplémentaires pour vous aider à vous aider à positionner votre mission, puis prendre la place que vous méritez dans le débat public, puis dans les questionnements qu'on peut avoir sur le Québec de demain. Je vous souhaite une bonne journée. Véronique, encore un gros merci. Puis je vous souhaite de vous revoir prochainement dans une autre capsule ou une de nos activités. Bye bye. merci.